Les heures s'étiraient doucement, enveloppées dans la douce pénombre de mon bureau londonien. La lumière tremblotante d'une bougie jetait des ombres vacillantes sur les murs chargés de souvenirs. C'était l'une de ces soirées d'hiver où le silence semblait épais, presque palpable, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Alors que je me laissais bercer par ce calme, mes doigts glissèrent par hasard derrière un vieux secrétaire en chêne, à la recherche d'une feuille égarée. Là, niché dans une fente secrète, je découvris un carnet jauni, presque oublié, couvert d'une fine couche de poussière et d'un cuir craquelé par le temps. Ce carnet, à première vue ordinaire, portait cependant une aura particulière. L'étiquette, à demi effacée, laissait deviner quelques mots. Le souffle du violon. Mon cœur s'accéléra. Une affaire dont Sherlock Holmes n'avait jamais parlé, ou du moins jamais consigné officiellement. Je me souvenais vaguement de cette époque trouble, lorsque Holmes et moi avions été confrontés à une énigme que même lui semblait hésiter à résoudre. Le mystère d'un musicien disparu, une mélodie codée et une lettre étrange qui, selon Holmes, devait rester secrète. Je m'installais dans mon fauteuil en cuir usé, prêt à replonger dans ce passé lointain. La cheminée craquait doucement, apportant une chaleur rassurante, tandis que je tournais lentement la première page du carnet, sentant sous mes doigts la texture fragile du papier. Londres, automne 1893. La ville baignait dans une brume épaisse, enveloppant ses rues pavées d'un voile presque irréel. Les lumières des réverbères diffusaient une lumière dorée, à peine suffisante pour dissiper les ténèbres environnantes. C'est dans cette atmosphère feutrée que Holmes et moi avions été appelés par un collègue musicien inquiet. Étienne Moreau, un violoniste prodige d'origine française, venait de disparaître sans laisser de traces. Sa disparition avait jeté un trouble palpable sur la scène artistique londonienne. Moreau n'était pas un simple musicien. Sa musique semblait dotée d'une intensité rare, capable d'évoquer des émotions profondes, presque surnaturelles. Ceux qui avaient eu la chance d'entendre son violon parlaient d'un souffle qui allait au-delà du simple son, d'une vibration capable de toucher l'âme. Mais une nuit, alors que la ville dormait sous une pluie fine, Étienne avait disparu. Sa maison, située dans un quartier tranquille de Bloomsbury, avait été retrouvée intacte, comme si personne n'y avait pénétré depuis son dernier concert. Holmes, d'ordinaire si sûr de lui, affichait une réserve inhabituelle face à cette affaire. Il murmura simplement « Cette disparition est plus complexe qu'elle n'en a l'air, Watson. » Notre enquête débuta par la visite du domicile de Moreau. La maison était ordonnée, presque trop parfaite. Aucun signe d'effraction, aucune trace d'un départ précipité. Sur un bureau, un violon reposait dans son étui, comme figé dans le temps. Mais ce qui attira le plus notre attention fut une lettre, soigneusement pliée, glissée entre les pages d'un cahier de musique. La lettre était écrite à l'encre noire, avec une écriture élégante mais ferme. Elle portait un seul message cryptique. « Le souffle du violon porte la vérité que vous refusez d'entendre. » Je rapportai cette phrase à Holmes, qui fronça les sourcils avant de déchirer la lettre et de la jeter dans la cheminée. Les flammes dansantes consumèrent lentement le papier, tandis que son regard s'assombrissait. « Parfois, Watson, dit-il, le silence en dit plus que n'importe quelle parole. » Au fil des jours, nous explorâmes les environs, interrogèrent les proches et les collègues du musicien disparu. Holmes observait tout avec une attention méticuleuse, notant chaque détail, chaque regard, chaque silence. Nous découvrîmes rapidement que Moreau jouait régulièrement dans un petit café discret du quartier de Soho, un lieu où la musique se mêlait aux murmures feutrés des habitués. Ce café, presque invisible aux yeux des passants, semblait être un sanctuaire secret pour ceux qui cherchaient à s'échapper du tumulte de la ville. Une nuit, nous nous y rendîmes incognito. Le lieu était plongé dans une lumière tamisée, avec des tables en bois usé et des chaises bancales. Au fond, sur un petit podium, un violoniste captivait son audience. Bien que ce ne fût pas Moreau, l'atmosphère semblait imprégnée de la même intensité mystérieuse. Holmes me confia alors qu'il cherchait à déchiffrer un code caché dans la musique même, une langue secrète tissée entre les notes, que seul un esprit affûté pourrait entendre. Cette idée d'un message codé dans la musique éveilla en moi une fascination mêlée d'inquiétude. Était-il possible que la vérité se cache dans ces vibrations insaisissables ? Que la disparition de Moreau ne soit liée qu'à la mélodie elle-même ? À mesure que nous avancions, un personnage attira notre attention. Une femme vêtue de noir, présente à chaque concert, toujours silencieuse, et qui disparaissait avant la fin de la soirée.
Holmes décida de la suivre un soir, la voyant traverser les ruelles sombres jusqu'à une vieille maison à peine éclairée. Nous observâmes sans bruit, mais la porte resta close et aucun son ne s'échappa de la demeure. Qui était-elle? Quel rôle jouait-elle dans ce mystère? Le vent d'automne s'engouffrait dans les rues étroites de Londres, tandis que je refermais lentement le carnet. Mon esprit était encore rempli de ces notes de musique silencieuses, de cette lettre mystérieuse et de cette femme insaisissable. Je savais que le souffle du violon continuait de vibrer quelque part, entre ombres et lumières, attendant qu'on écoute enfin sa vérité. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette première partie du journal secret du Dr Watson. Rejoignez-moi bientôt pour découvrir la suite de cette enquête pleine de mystères et de secrets enfouis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et laissez un commentaire si cette histoire vous intrigue. À très vite, dans le calme des énigmes. Le lendemain de ma découverte du carnet, une étrange sensation m'habitait, comme si le passé lui-même m'appelait à poursuivre cette enquête inachevée. La pluie fine de Londres tambourinait doucement contre les vitres, tandis que je relisais les pages déjà parcourues, cherchant à déchiffrer les indices cachés entre les lignes. Holmes avait été particulièrement réservé à propos de cette affaire, mais sa détermination était palpable. Il évoquait souvent un code, une langue secrète qui se cachait dans la musique d'Étienne Moreau, un message porté par le souffle même du violon. Nous savions que ce code ne pouvait être entendu par quiconque ne possédait pas une oreille exercée, capable de saisir l'invisible, les silences et les inflexions qui révélaient davantage que les notes elles-mêmes. Une nuit, nous décidâmes de retourner au café de Soho où Moreau jouait souvent. L'endroit, caché dans une ruelle étroite et presque oubliée, semblait hors du temps. La lumière tamisée, l'odeur du bois et du vieux cuir créaient une atmosphère propice aux confidences silencieuses. À peine installé dans un coin sombre, le violoniste monta sur le petit podium. Ce n'était pas Moreau, mais un jeune homme discret au regard inquiet. Pourtant, chaque note semblait vibrer d'une tension mystérieuse, comme si la musique elle-même voulait parler à ceux qui savaient écouter. Holmes fixait intensément le musicien, notant chaque pause, chaque nuance. Il me confia « Le véritable message ne se trouve pas dans ce qui est joué, mais dans ce qui est tu ». Au cours des jours suivants, nous fîmes la connaissance de quelques habitués du café, dont une femme vêtue de noir, mystérieuse et discrète, toujours présente lors des concerts. Holmes semblait intrigué par elle, la suivant parfois du regard avec insistance. Cette femme, que nous surnommâmes l'ombre silencieuse, disparaissait souvent avant la fin des soirées, se fondant dans les ruelles sombres de Londres. Holmes décida un soir de la suivre discrètement. Ils traversèrent ensemble des rues désertes, s'arrêtant devant une maison modeste, à peine éclairée. Holmes observa longtemps, tentant de comprendre la nature du lien entre cette femme et le musicien disparu. Pendant ce temps, je poursuivais mes propres recherches dans les archives de la ville, cherchant tout ce qui pouvait éclairer l'énigme. Je découvris que Moreau avait eu des relations tumultueuses avec certains membres de la haute société londonienne, mais également avec des cercles artistiques influents. Il semblait avoir été au centre d'un réseau secret où la musique n'était pas seulement un art, mais un langage codé, utilisé pour transmettre des messages sans que personne d'autre ne puisse les comprendre. Une nuit, alors que je revenais chez moi sous la pluie, je sentis une présence derrière moi. Une main se posa doucement sur mon épaule. Je me retournai brusquement, mais ne vis personne. Était-ce le fantôme de Moreau ou simplement l'écho du passé qui revenait hanter mes pas? Je me jurais de ne pas laisser ce mystère s'éteindre dans l'oubli. Holmes partageait cette même résolution, et ensemble, nous étions prêts à plonger encore plus profondément dans les secrets du souffle du violon. Le souffle de la musique continuait de vibrer dans l'air londonien, porté par les vents froids de l'automne. Chaque note semblait receler un mystère plus profond, un secret que seul le temps et la patience révéleraient. L'atmosphère londonienne s'était épaissie, enveloppée d'un brouillard qui semblait avaler les rues étroites et silencieuses. Le souffle du violon continuait de hanter mes pensées, tissant un voile de mystère que je peinais à déchiffrer. Holmes, toujours aussi méthodique, paraissait cette fois légèrement troublé, comme si cette énigme dépassait les limites de sa raison habituelle. Nous avions peu à peu fait connaissance avec cette femme vêtue de noir, que Holmes avait surnommée l'ombre. Silencieuse et discrète, elle apparaissait régulièrement au café de Soho lors des concerts, puis disparaissait avant que la soirée ne prenne fin. Son regard profond semblait contenir une douleur secrète, un poids invisible. Une nuit, poussé par une curiosité irrépressible,
Holmes me proposa de la suivre. Nous nous glissâmes dans la nuit londonienne, silencieux, évitant les rares passants, jusqu'à la voir franchir une porte dissimulée derrière un rideau de lierre. Là, dans cette vieille demeure à moitié délabrée, elle rencontra un homme au visage fermé. Leur échange, bref et chargé d'une tension palpable, semblait sceller un pacte invisible. Nous restâmes cachés, incapables d'entendre leurs mots, mais le poids de ce secret se fit sentir jusque dans mes os. De retour à Baker Street, Holmes examina chaque détail de la soirée. Il ne doutait plus que cette ombre était un maillon essentiel de l'énigme, peut-être même la clé du mystère de Moreau. Il m'avoua, d'une voix basse, que cette affaire lui échappait en partie. « Watson, parfois, ce ne sont pas les faits que l'on voit, mais ceux que l'on dissimule qui détiennent la vérité. » Parallèlement, mes recherches aux archives me menèrent vers des témoignages et documents sur Moreau. Il apparaissait que le musicien entretenait des relations compliquées avec des cercles influents, mêlant mécènes, collectionneurs et même certains membres du gouvernement. Tous semblaient vouloir préserver un secret fragile, et la disparition de Moreau pourrait être liée à cette toile d'ombre. Plus troublante encore, une légende circulait parmi les musiciens. Moreau aurait composé une mélodie interdite, une partition capable d'éveiller des émotions profondes et inexplicables, voire de manipuler l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Je repensais souvent à cette idée terrifiante. Une musique qui ne serait pas simplement un art, mais un instrument de pouvoir, un langage capable de révéler ou de dissimuler la vérité selon celui qui l'entend. Une nuit, alors que je travaillais tard, une intuition me traversa. Et si le véritable message n'était pas contenu dans les notes elles-mêmes, mais dans les silences qui les entouraient, dans ces pauses, ces respirations que la plupart ignorent, mais qui peuvent tout changer. Holmes accueillit cette hypothèse avec enthousiasme. « Watson, vous commencez à voir plus loin. Parfois, ce que l'on choisit de taire est plus éloquent que ce que l'on proclame. » Nous nous lançâmes alors dans une analyse minutieuse des partitions retrouvées chez Moreau. Chaque silence, chaque pause, chaque soupir musical fut étudié comme un indice précieux. Cette quête demandait patience et une écoute attentive, une sensibilité aux moindres vibrations du son et du non-dit. Malgré ces avancées, de nombreuses questions demeuraient. Qui pouvait craindre à ce point que ce secret soit révélé? Pourquoi Moreau avait-il préféré s'effacer plutôt que de livrer son chef-d'œuvre au monde? Une nuit, en observant Londres sous la pluie, je me surpris à penser que nous n'étions pas simplement face à une énigme policière, mais à un mystère qui touchait aux profondeurs de l'âme humaine. Le souffle du violon continuait de résonner dans l'air humide de la ville, tissant une mélodie invisible entre les ombres. J'avais l'intuition que notre enquête touchait à un point crucial, mais la route restait incertaine, et le danger peut-être plus proche que jamais. Londres s'endormait sous un voile épais de brouillard lorsque Holmes et moi reprîmes notre enquête, guidés par les indices fragmentaires du passé et les silences lourds de sens que nous avions appris à écouter. Cette affaire, plus que toute autre, nous plongeait dans une obscurité où chaque détail comptait, où chaque murmure pouvait révéler la vérité. Nous avions désormais compris que le secret entourant Moreau ne se limitait pas à sa disparition, mais qu'il était lié à une mélodie elle-même porteuse d'un pouvoir insoupçonné. Cette mélodie, dite interdite, semblait avoir la capacité d'éveiller des émotions profondes, d'influencer l'esprit, et peut-être même de manipuler la réalité. Ce soir-là, au café de Soho, l'atmosphère était plus tendue que jamais. La femme en noir, que nous suivions depuis plusieurs semaines, semblait surveiller chaque mouvement, ses yeux noirs scrutant la salle avec une intensité presque inquiétante. Holmes, assis à mes côtés, observait la scène avec une concentration extrême, prêt à capter le moindre signe. Le violoniste prit place sur le petit podium, et une fois de plus, la musique emplit la pièce. Mais cette fois, je sentis une différence. Les notes semblaient tissées d'une urgence nouvelle, comme si le musicien lui-même était prisonnier d'une force invisible. Holmes murmura « Écoutez, Watson, chaque note est une pièce du puzzle, chaque silence un secret à dévoiler. » Au fur et à mesure que la mélodie avançait, un frisson parcourut l'assistance. La tension monta et l'ombre silencieuse quitta brusquement la salle, disparaissant dans la nuit sans un mot. Intrigués, nous décidâmes de la suivre, déterminés à comprendre son rôle dans ce mystère. Elle traversa les ruelles sombres, menant jusqu'à un vieux bâtiment presque en ruine, dissimulé derrière des murs couverts de lierre. La porte s'ouvrit sur un escalier étroit qui descendait dans l'obscurité. Holmes et moi la suivîmes, avec précaution, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. Au bout du couloir, une pièce faiblement éclairée révéla un groupe de personnes rassemblées autour d'un piano ancien. Ils parlaient à voix basse, échangeant des documents et des partitions, discutant de la mélodie interdite avec une passion et une peur mêlées. Parmi eux,
Un homme à la barbe grisonnante semblait diriger les opérations, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Holmes chuchota « C'est une société secrète, Watson, un cercle d'initiés qui cherchent à contrôler ce pouvoir musical. » Je sentis alors que le mystère prenait une ampleur que je n'avais pas anticipée. Nous n'étions plus face à une simple disparition, mais à une lutte pour un secret capable de bouleverser bien plus que la vie d'un seul homme. Les jours suivants, nous continuâmes à récolter des informations sur ce groupe mystérieux. Leur influence semblait s'étendre bien au-delà des cercles artistiques, touchant les sphères politiques et économiques de Londres. Plus nous avancions, plus les dangers se rapprochaient. Des menaces voilées parvinrent jusqu'à nous, des avertissements tacites que certains secrets étaient faits pour rester enfouis. Holmes, malgré sa nature imperturbable, montrait des signes d'inquiétude. « Watson, me dit-il, nous devons avancer avec prudence, ce que nous découvrons est fragile et dangereux. » Une nuit, je reçus un message anonyme. Un simple papier plié contenant quelques mots énigmatiques, le souffle du violon et la clé et la cage. Trouvez la mélodie avant qu'elle ne vous trouve. Ce message me glaça le sang. La mélodie n'était pas seulement une énigme à résoudre, mais un pouvoir capable de piéger ceux qui s'en approchaient trop près. Poussés par cette révélation, Holmes et moi décidâmes de nous plonger plus profondément dans l'étude des partitions et des indices laissés par Moreau. Nous cherchions à comprendre comment cette mélodie pouvait à la fois libérer une vérité et emprisonner ceux qui tentèrent de la saisir. Chaque note, chaque silence, chaque nuance prenait un sens nouveau. La musique devenait un langage codé, une énigme sonore défiant la raison et l'intuition. Au fil des jours, nous découvrîmes que Moreau avait tenté de protéger son secret par un système complexe de codes et de symboles cachés dans ses compositions. Il avait conscience du danger, mais aussi du pouvoir que recelait sa musique. La femme en noir, l'ombre silencieuse, semblait être la gardienne de ce savoir interdit, prête à tout pour empêcher qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Je compris alors que cette enquête ne serait pas seulement une quête de vérité, mais une lutte pour préserver l'équilibre entre lumière et ombre, entre révélation et secret. Le souffle du violon continuait de vibrer dans la nuit londonienne, un mystère vivant, insaisissable, mais ô combien puissant. Depuis plusieurs jours, une tension palpable régnait dans notre quête. Holmes et moi avancions dans un dédale d'indices, chacun semblant à la fois éclairer et obscurcir davantage le mystère entourant Étienne Moreau et sa mélodie interdite. Le brouillard londonien, épais et pénétrant, se mêlait à l'atmosphère oppressante qui enveloppait notre enquête comme un reflet de la complexité croissante des révélations à venir. Chaque matin à Baker Street, je retrouvais Holmes plongé dans les partitions, cherchant à déceler le moindre signe, le moindre indice caché dans les silences et les notes elles-mêmes. Ces moments d'étude silencieuse étaient souvent brisés par des bruits inattendus, un froissement de papier, un chuchotement dans l'ombre, comme si le passé voulait encore nous parler. Un matin brumeux, Holmes reçut une lettre sans signature, déposée discrètement sous notre porte. Le papier jauni portait un fragment de partition et un message écrit d'une écriture tremblante mais assurée « Le dernier souffle est la clé, là où le silence parle plus fort que la note ». Cette phrase renforça notre intuition. La réponse ne résidait pas seulement dans la musique elle-même, mais dans les espaces vides entre les notes, dans ces silences soigneusement placés que le commun des mortels ignorait. Nos recherches nous menèrent bientôt à un lieu oublié, une vieille maison isolée en périphérie de Londres, où Moreau avait passé ses derniers jours avant sa disparition. L'endroit, désormais abandonné, semblait figé dans un temps révolu, une relique d'un passé chargé de secrets. En pénétrant dans la maison, une odeur de poussière et de bois ancien nous enveloppa. Les murs, couverts de partitions jaunies et de notes griffonnées à la hâte, témoignaient de l'intensité du travail du musicien. Symboles étranges, mêlaient musique et écriture codée, formant un véritable sanctuaire dédié à un art aussi mystérieux que puissant. Au centre de la pièce principale, un pupitre tenait une partition jaunie. Holmes la prit délicatement et joua les premières notes à voix basse. La mélodie s'éleva doucement, chaque son libérant une vibration presque tangible, une émotion profonde qui semblait porter en elle un secret enfoui. Ce n'était pas simplement une composition musicale, mais une confession, un récit raconté par les silences autant que par les notes. Chaque pause, chaque inflexion, chaque souffle portait un message crypté destiné à ceux qui sauraient écouter avec attention et compréhension. Alors que nous étions absorbés dans cette mélodie énigmatique, un bruit à l'extérieur nous alerta. Quelqu'un approchait, nos sens s'aiguisèrent instantanément. Était-ce un allié ou un ennemi ? Nous nous cachâmes dans l'ombre, écoutant les pas s'avancer lentement vers la porte. À notre grande surprise, la femme en noir fit irruption dans la pièce, l'air grave et résolu.
Elle expliqua qu'elle avait été l'élève de Moreau, la gardienne de son secret, chargée de protéger la mélodie interdite de ceux qui voudraient l'utiliser à des fins néfastes. Son récit était empreint de peur et de détermination. Elle révéla que de puissants groupes, liés à la société secrète que nous avions déjà croisée, cherchaient à s'emparer de cette musique pour manipuler les esprits et contrôler des forces insoupçonnées. Son arrivée changea la dynamique de notre enquête. Elle offrait enfin un guide pour naviguer dans cet océan de mystère, mais elle nous mit en garde contre les dangers qui nous guettaient. La mélodie, loin d'être un simple chef-d'œuvre artistique, était une arme capable de bouleverser l'équilibre fragile entre le visible et l'invisible, entre la vérité et le mensonge. Nous passâmes plusieurs nuits à étudier ensemble les partitions, déchiffrant patiemment chaque silence et chaque nuance. Cette collaboration révéla une complexité insoupçonnée. Moreau avait élaboré un système codé d'une rare sophistication, mêlant musique, symboles et langage secret. Chaque note semblait jouer un double rôle. Transmettre un message codé tout en dissimulant la vérité à ceux qui ne possédaient pas la clé. La mélodie entière devenait un labyrinthe sonore où chaque détour pouvait révéler ou dissimuler un secret. Cette révélation posa plus de questions qu'elle n'apporta de réponses. Qui était digne de détenir ce secret? Et surtout, qui souhaitait s'en emparer à tout prix? Les jours suivants furent marqués par une tension croissante. Holmes et moi recevions des avertissements voilés, des signes discrets que notre quête avait attiré l'attention de forces puissantes et peut-être dangereuses. Malgré tout, notre détermination ne faiblissait pas. Nous savions que pour comprendre pleinement le souffle du violon, il nous fallait percer le voile des ombres et affronter ceux qui redoutèrent la vérité. Une nuit, alors que la pluie tambourinait contre les vitres de Baker Street, Holmes me confia d'une voix grave « Watson, ce que nous découvrons est bien plus qu'un simple mystère. Le souffle du violon est à la fois une clé et une cage. Il peut libérer des vérités oubliées, mais aussi emprisonner ceux qui osent s'en approcher sans précaution. À nous de choisir le chemin que nous prendrons. » Ces mots résonnaient en moi, mêlant espoir et prudence. La mélodie restait une énigme vivante, une force insaisissable qui continuait de vibrer dans l'air chargé de mystères de Londres. Alors que nous quittions la maison de Moreau ce soir-là, la nuit semblait plus dense, plus lourde de secrets. Le souffle du violon continuait de jouer sa mélodie invisible, nous guidant vers une vérité encore lointaine, mais inéluctable. Depuis plusieurs semaines, la brume épaisse enveloppait Londres comme un manteau silencieux, cachant à peine les ombres qui se déplaçaient dans la nuit. Holmes et moi avancions prudemment, conscients que le mystère de Moreau n'était plus une simple énigme policière, mais un secret dangereux, capable d'ébranler les fondations mêmes de notre réalité. Chaque matin, je retrouvais Holmes plongé dans les parchemins et partitions, ses yeux scrutant chaque signe, chaque symbole, chaque silence entre les notes. Il était évident que Moreau n'avait pas laissé sa mélodie au hasard. Elle était un labyrinthe, un code que seuls les plus perspicaces pouvaient espérer déchiffrer. Nos recherches avaient révélé que la mélodie interdite était liée à des sociétés secrètes anciennes, à des légendes oubliées de Londres, où la musique n'était pas simplement un art, mais un langage ésotérique, un pont entre le visible et l'invisible. Nous avions désormais à nos côtés la mystérieuse femme en noir, ancienne élève et gardienne du secret de Moreau, dont la présence était autant un réconfort qu'un rappel constant du danger. Elle nous avertissait souvent. Ce que vous cherchez est puissant, mais il attire aussi ceux qui n'hésitent pas à détruire pour s'en emparer. Une nuit, alors que la pluie battait les vitres de Baker Street, une silhouette encapuchonnée surgit de l'ombre, glissant un petit paquet dans nos mains avant de disparaître sans un bruit. À l'intérieur, une clé ancienne, ornée de symboles mystérieux et un message énigmatique. Cette clé ouvre ce que les yeux ne voient pas. Le secret vous attend, là où le violon pleure. Ce message nous lança sur une nouvelle piste, nous conduisant à chercher un lieu caché lié à Moreau, un lieu presque mythique, une salle secrète au cœur de l'Opéra de Londres, oubliée depuis des décennies. Avec prudence et détermination, nous pénétrâmes dans l'opéra une nuit, contournant les gardiens et usant de discrétion pour atteindre cette salle cachée. Le silence y était absolu, presque sacré. La lumière tamisée révélait des murs drapés de velours rouge fané, des dorures ternies par le temps, témoignant d'une grandeur passée. Au centre, sur un pupitre, reposait un violon ancien, enveloppé d'un tissu noir. Holmes sortit la clé et déverrouilla un petit coffre dissimulé sous le pupitre. À l'intérieur, une lettre manuscrite, écrite par Moreau lui-même, aux mots tremblants mais pleins de gravité. Moreau y expliquait que sa mélodie n'était pas un simple chef-d'œuvre musical, mais un test, une clé et un gardien de la vérité. Elle était destinée à révéler les secrets les plus profonds, mais aussi à protéger ceux qui ne sauraient pas l'écouter avec attention. Il mettait en garde. Seuls ceux capables de comprendre le silence entre les notes pouvaient espérer maîtriser ce pouvoir sans s'y perdre. La mélodie était un langage secret, un lien entre l'âme humaine et des forces que l'on croyait depuis longtemps enfouies dans l'oubli.
À mesure que nous déchiffrions les symboles et notes de Moreau, Holmes analysait chaque détail, reliant la musique à des rituels anciens, à des passages codés et à des énigmes oubliées. Je consignais nos découvertes, conscient que cette enquête dépassait de loin tout ce que j'avais vécu auparavant. La femme en noir nous guida à travers des archives interdites, des documents rares évoquant des pactes secrets, des sociétés mystérieuses où la musique jouait un rôle central, non seulement comme art, mais comme moyen de contrôle et de révélation. Cependant, la tension autour de notre quête augmentait. Des ombres nous suivaient, des menaces voilées nous parvenaient. Un soir, alors que nous quittions l'opéra, un homme masqué nous aborda brièvement, nous avertissant de cesser nos recherches sous peine de graves conséquences. Mais ni Holmes ni moi ne pouvions reculer. La vérité était trop importante et le mystère de la mélodie trop fascinant pour être abandonné. Les nuits se succédaient, marquées par des sessions d'analyse intense et des moments de doute. La musique devenait pour moi une présence presque palpable, une voix qui murmurait à l'oreille de l'âme, révélant des vérités que peu étaient prêts à entendre. Holmes, toujours lucide, insistait sur la prudence. Watson, chaque découverte nous rapproche du centre du labyrinthe, mais le chemin est semé de pièges. Nous devons être prêts à tout affronter. Un soir, en revenant à Baker Street, je surpris une conversation entre deux hommes masqués dans une ruelle adjacente. Ils parlaient d'une clé de l'âme et d'un pouvoir à réveiller, confirmant que notre quête éveillait des forces bien plus vastes que nous. Ce fut un rappel brutal que ce que nous poursuivions n'était pas seulement une histoire, mais un combat invisible entre la lumière et l'ombre, entre la connaissance et l'oubli. Alors que je rédigeais ces lignes dans mon journal, le souffle du violon semblait s'élever au-dessus de Londres, un chant ancien et mystérieux qui n'était pas encore prêt à révéler tous ses secrets. Holmes et moi savions que la dernière étape approchait, que le voile allait bientôt se lever sur la vérité ultime. Mais à quel prix ? La nuit enveloppait Londres d'un manteau d'ombres épaisses, tandis que Holmes et moi avancions vers l'ultime étape de notre quête. Après tant de mystères, d'énigmes et de menaces silencieuses, le moment de vérité approchait. La mélodie interdite de Moreau avait tissé autour de nous un réseau invisible, mêlant passé et présent, lumière et ténèbres. Nous savions que ce que nous allions découvrir pourrait changer notre perception du monde, mais aussi mettre à l'épreuve notre courage et notre raison. La femme en noir, fidèle alliée depuis notre rencontre, nous guida vers une crypte secrète sous l'opéra, lieu d'anciennes cérémonies où la musique jouait un rôle sacré et puissant. Le silence régnait dans cet espace souterrain, seulement interrompu par le souffle régulier de nos pas sur la pierre froide. Au centre de la crypte, un vieux phonographe reposait sur un piédestal, entouré de symboles gravés dans la pierre, une sorte de sanctuaire dédié à la mélodie que nous cherchions à comprendre. Holmes posa délicatement une feuille de partition sur le mécanisme. Les aiguilles s'actionnèrent et bientôt, la mélodie interdite s'éleva dans l'air vicié, résonnant contre les murs de pierre. Je sentis un frisson parcourir mon échine. Cette musique n'était pas seulement une suite de notes, c'était une incantation, un appel lancé aux forces invisibles qui sommeillaient dans l'ombre. Peu à peu, la mélodie révéla ses secrets. Les silences, entre les notes, que nous avions tant scrutées, formaient un code complexe, un message crypté destiné à ouvrir les portes de la connaissance interdite. La pièce sembla vibrer, comme si l'air lui-même s'emplissait d'une énergie étrange, indéfinissable. Holmes, le visage grave, décryptait chaque inflexion, chaque nuance, guidé par la partition et son intuition inflexible. Soudain, un murmure s'éleva, d'abord imperceptible puis plus clair. Ce n'était plus seulement la musique, mais une voix venue d'un autre temps, un souffle ancestral racontant une histoire oubliée. La vérité se dévoilait devant nous, un récit ancien de pactes scellés, de forces à la fois lumineuses et terrifiantes, que Moreau avait tenté de maîtriser à travers sa mélodie. Nous comprîmes que la musique était un lien, un pont entre notre monde et une dimension cachée où résidaient des vérités capables de bouleverser l'ordre établi. Moreau avait pris le risque d'éveiller ses forces, conscient que leur pouvoir pouvait autant sauver que détruire. Mais cette révélation n'était pas sans danger. L'air semblait vibrer de tension et nous sentions que des présences invisibles nous observaient, prêtes à intervenir. Holmes me regarda droit dans les yeux, déterminé. « Watson, il est temps de choisir. Poursuivre cette quête jusqu'au bout ou refermer le voile et laisser ce secret dormir à jamais. » Je savais que la décision était lourde de conséquences, mais mon désir de vérité, de justice, était plus fort que la peur. Nous devions aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Alors que la dernière note s'éteignait, la crypte s'illumina soudain d'une lueur douce, presque divine. Une paix étrange nous enveloppa, signe que le mystère, au moins pour cette nuit, avait trouvé sa résolution. En quittant la crypte, Holmes murmura « Le souffle du violon n'est pas seulement un secret à garder, mais un rappel que la musique peut être le langage de l'âme, un guide dans les ténèbres. »
Je consignais ces mots dans mon journal, conscient que cette aventure resterait gravée à jamais dans ma mémoire. Merci d'avoir suivi ce dernier chapitre du journal secret du Dr Watson. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour d'autres récits mystérieux racontés avec calme et passion. À très bientôt dans le calme des mystères.